Bien, eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Alors on va faire ensemble un voyage pour aller vers notre intériorité. Alors avant ça, je vais me présenter. Je m'appelle Frédéric Lost, j'ai 53 ans, j'ai 3 enfants. Voilà, j'aime pas mal de choses dans la vie, j'aime ma famille, j'aime passer du temps avec mes amis, j'aime la nature, j'aime beaucoup me promener, me balader, j'aime passer du temps seul aussi, parce que c'est toujours des temps où on peut aussi se ressourcer, notamment. Voilà, donc, et j'aime surtout aussi la vie, j'aime ce que la vie me propose, ce qu'elle m'offre, et c'est ce que je voulais aussi partager avec vous ce soir. Puisque, comme vous avez pu le voir, le thème, c'est l'amour de soi et l'amour des autres. Voilà. Alors, j'aime me définir comme un guéri-cœur. Donc, vous vous y mettrez la cédille ou pas. Voilà, je suis au départ énergéticien. Donc, je travaille effectivement pas mal avec mes mains, avec ces capacités que j'ai. Donc, je nettoie, je dissous, j'enlève, je colmate, enfin tout ce qu'on peut faire dans l'énergétique que vous connaissez. Et chemin faisant, la vie est bien faite, je me suis aperçu que peut-être il me manquait des choses pour accompagner les personnes qui venaient à moi. Et donc je me suis commencé à m'intéresser, j'ai découvert la PNL avec une personne qui s'appelle Christelle Zibriski, qui est à Mirval, et le cabinet s'appelle Révèle. Donc voilà, avec la PNL, ça m'a permis, avec les personnes que j'accompagne justement, d'aller vers cette libération du maladie. Et puis comme on le dit, maintenant c'est une formule assez connue, de mettre des mots, M-O-T-S, sur les mots, M-A-U-X. Donc c'était très intéressant. Alors j'utilise aussi dans mes pratiques, moi je suis né en Afrique, j'y ai vécu pendant longtemps, donc j'ai pas mal d'influences africaines que j'utilise dans mon accompagnement. J'ai fait aussi des retraites chamaniques. J'ai été notamment au Mexique avec Paul Chiarelli et donc les chamans mayas. Et donc c'est aussi des notions que je peux utiliser dans mes soins. Alors tout ce que je vous dis, je l'ai expérimenté. Tout ce que je fais, je m'y suis à la fois expérimenté et je m'y suis formé. J'ai été aussi un moment avec Pascal Montagnac, qui a développé toute une méthode de libération des mémoires, et de cicatrisation des blessures. Je préfère cicatrisation que guérison, on verra pourquoi peut-être après. Voilà, donc ça m'a permis aussi d'aller commencer à aller un petit peu dans les causes plus profondes des blocages qu'on peut avoir, tous les uns et les autres, et qui me semble importante. Et actuellement, j'utilise encore une nouvelle méthode à laquelle je me forme encore, qu'on appelle la méthode causale intégrative, qui a été développée par une dame qui s'appelle Valérie Clertan, qui est kinésiologue au départ. Et donc c'est une méthode psychocorporelle qui est basée sur la mémoire cellulaire en fait, et en fait aussi sur ce que le corps peut nous dire par rapport à ce que notre conscient va éviter de nous dire en fait, si vous voulez. Donc pour moi qui suis assez intuitif, qui travaille beaucoup en canalisation, ces approches me permettent de me baser sur des choses un peu plus méthodiques, un peu plus pratiques. Alors ça me fait sortir de ma zone de confort forcément, parce que sinon l'énergétique c'est j'ai envie de dire presque plus naturel. Mais là, ça me permet d'avoir une approche, je dirais, plus holistique et d'accompagner les personnes qui viennent à moi avec cet éventail de cette panoplie d'outils, de méthodes. Et c'est pas fini parce que au fur et à mesure qu'on rencontre des personnes dans sa vie, forcément, on apprend des nouvelles choses. Voilà. Alors, vous avez vu le titre ? Ça s'appelle « Qui s'aime, sème l'amour ». Alors, qui s'aime, A-I-M-E,
sème l'amour, S-E-M-E. Alors pourquoi ce titre? Parce que je suis aussi et avant tout agronome tropical. Donc ma mission première, pour faire simple, c'est d'accompagner ceux qui sèment. Et alors ça m'a amusé de faire un petit peu ce rapprochement, parce que quand on sème, quand on est un paysan, eh ben on a besoin au départ de prendre soin de ses graines et prendre soin aussi de, je dirais, de son sol et de l'endroit où on va semer ses graines. Et bien pour l'amour, c'est un peu pareil. Pour les graines qu'on va pouvoir semer en nous, dans nos cœurs, il va falloir faire attention à quelles sont ces graines au départ, et puis prendre soin des conditions de germination. Est-ce qu'il y a assez d'humidité, de température? Est-ce que le terreau est suffisamment présent? Et puis après, il va falloir aussi s'occuper, après la germination, de cette plante pour la faire grandir. Donc s'en occuper, c'est aussi avoir du courage pour pouvoir se lever tous les jours, aller désherber, éventuellement apporter de l'eau, que la plante profite du soleil. Vous voyez un petit peu le parallèle. Et bien en fait, c'est un peu pareil pour nous tous. Il y a des paysans qui vont faire des très belles récoltes, et puis il y a des années où ça va être moins bon. Ben, c'est comme nous, il y a des moments où on arrive à développer et à vibrer l'amour en nous, et puis il y a des périodes de notre vie où c'est plus compliqué. Mais l'enjeu, c'est quand même, au fur et à mesure qu'on avance dans nos vies, de pouvoir exprimer et vibrer cet amour le plus possible. Et puis après, effectivement, les agriculteurs, les paysans, ils récoltent ces fruits. Hein. Alors j'aime bien cette image aussi, un peu une image d'Épinal, de la corne d'abondance qui est remplie de fruits. Et bien, l'amour qu'on a en nous, en fait, c'est exactement pareil. C'est pareil parce que finalement, c'est une source intarissable et inépuisable de vibrations qu'on peut donner, alors qu'on peut se donner à soi, mais qu'on peut aussi donner aux autres, et qu'on peut recevoir. Voilà, parce qu'on le verra, ce qui est important, c'est de pouvoir à la fois s'aimer en recevant de l'amour, mais aussi en donner. Et souvent, on n'est pas aussi toujours équilibré par rapport à ça. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Alors, je voulais vous parler un petit peu aussi de l'âme. Vous voyez que dans amour, il y a âme. Dans ami, il y a âme. Et l'âme est notre meilleur ami. Et pourquoi je vous parle de l'âme? Parce que selon moi, l'amour que nous pouvons vibrer en nous, en fait, il se reflète sur notre âme. Je vais m'expliquer. Mais pour être bien, en fait, dans sa vie, il faut être en phase avec son âme. Et la seule vibration que connaît notre âme, c'est l'amour. Donc tant qu'on n'y est pas, on n'est pas bien. On est une âme en peine. On a du vague à l'âme. Voilà, on se trouve dans des situations où finalement on n'est pas en phase. Et c'est pas grave, hein. Ça arrive. On avance tous à notre rythme. Et puis il y a des fois où ça fonctionne bien et il y a des fois où c'est plus compliqué. Alors j'aime bien, vous devez connaître François Cheng, qui cet écrivain, auteur, je crois même qu'il est académicien, qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle De l'âme. Et justement, c'est un échange épistolaire qu'il fait avec une personne et voilà, il nous parle de l'âme. Et puis il commence comme ça, il dit « Sur le tard, je me suis découvert une âme ». Alors, ça veut dire qu'on se rend compte que cette âme qu'on retrouve dans toutes les civilisations, qui est souvent représentée comme ce souffle primordial, eh bien on l'a un petit peu oublié. Et puis il continue sa phrase en disant que j'ai vite étouffé de peur d'être ridicule. Voilà, pour dire que dans nos sociétés, aujourd'hui, parler de l'âme, voilà, ça fait un peu peur, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Et moi, j'aime bien ramener ce lien à l'âme, parce que ça me semble vraiment essentiel, et dans tout mon accompagnement, voilà, qui est basé, vous allez le voir, sur le cœur et sur l'amour, il y a toujours ce reflet de l'âme qui est important. Et puis l'âme, comme vous savez, on vit avec, mais
déjà, notre âme choisit cette incarnation et puis continue son chemin. Quand quelqu'un s'en va, quand quelqu'un passe, on dit bien, il a rendu l'âme. La mort, qu'est-ce que c'est? C'est l'âme hors du corps. Voilà, on se rend compte que finalement, l'âme continue son chemin. Mais peut-être que l'âme, ce qu'elle vient chercher dans ces contrats d'incarnation que nous vivons, c'est peut-être de se libérer, de se décharger. C'est pour ça qu'on vient vivre finalement cette humanité, cette incarnation, avec nos émotions, avec nos peurs, avec nos blessures. C'est pour s'en défaire. Et c'est pas facile. Voilà, on est tous au même lot. Et on a toujours effectivement des moments où ça va être plus compliqué que d'autres. Mais peut-être qu'une de ces missions, c'est de dire, ok, je vais vivre cette humanité pour essayer de me libérer d'un certain nombre de fardeaux, poser des sacs à dos de pierre là, pour, quand je partirai, être un peu plus libre. Alors après, je voudrais vous parler un petit peu du cœur. Parce que, selon moi, le cœur, c'est le siège aussi de la vibration d'amour. Alors même si on le vibre par toutes nos cellules, le siège peut se trouver ici au niveau du cœur. Et j'aime bien parler du cœur parce que le cœur, si vous regardez bien, déjà, si on prend juste les 7 chakras que vous connaissez, le cœur va être au milieu, entre les chakras du haut et les chakras du bas. Mais même si on ne connaît pas les chakras, le cœur, en fait, il est aussi entre la tête, notre conscient, tout ce qu'on va justement conscientiser. Mais il y a aussi toute cette part inconsciente, on en parlera, cette part cachée qu'il faut aussi aller affronter quand justement on se libère de certaines peurs. Et puis il est entre les parties justement sacrées. Quand on dit faire l'amour, voilà, dans la sexualité, il y a aussi une forme de, je dirais, de sexualité divine qui peut apparaître, qui est justement une transmission de cet amour. Et puis il est entre nos bras, entre le fer. Vous voyez? Donc le cœur, il a une place centrale. Voilà, donc ça c'est important aussi à le noter et à essayer de conscientiser cette vibration justement d'amour, d'où elle vient. Elle vient de là. Alors cette vibration d'amour, on va en parler un petit peu. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, et ce que je dis en accompagnement quand des personnes viennent à moi, c'est qu'il y a 2 vibrations principales dans la vie. C'est très binaire. Il y a la plus basse, qui est la vibration de la peur. Donc derrière la peur, on va mettre l'angoisse, la jalousie, la trahison, qu'est-ce qu'on peut mettre encore derrière? Enfin, tout ce qui va finalement, la déprime, tout ce qui finalement va nous laisser dans des vibrations basses. Et puis de l'autre côté, je dirais tout en haut de ce baromètre, vous avez l'amour. Et l'amour, justement, c'est ce qui vous permet de vous sentir bien, de vous sentir heureux, d'être bienveillant, d'être content, d'être dans la joie, d'être dans votre unicité, d'être en phase, justement, avec votre âme. D'ailleurs, quand on est amoureux ou amoureuse, en fait, on a l'âme heureuse, tout simplement. Vous voyez, il y a vraiment une corrélation par rapport à ça. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On n'arrête pas de fluctuer durant toutes nos vies entre ces vibrations basses de peur et ces vibrations d'amour. Alors, il y a des moments où ça ne va pas dans notre vie. On est en déprime, on a perdu notre boulot, on s'est séparé, on a perdu une personne chère, et j'en passe. Et donc, vraiment, on vit des événements, des épreuves qui sont compliquées. Il faut se rappeler que tout est juste, et que si ces épreuves nous arrivent, c'est qu'il y a peut-être un sens derrière ça. Mais toujours est-il qu'en général, dans ces cas-là, on est dans des vibrations basses. Et ce qui est important, justement, avec les personnes que je peux recevoir, c'est de les faire passer à être dans des vibrations basses tout le temps, à être dans des vibrations basses moins souvent, et puis à commencer à être dans des vibrations de plus en plus hautes, des vibrations d'amour. Et quand on arrive à un certain stade sur ces vibrations d'amour, en fait, on y reste.
Là, on n'a plus besoin de personne. On ne dépend plus des autres. On est complètement en phase avec ce qu'on est. Et on y arrive à y rester. Alors, bien sûr, on n'est pas des êtres éclairés, des Bouddhas et autres. Donc, il y a forcément des moments où ça redescend. Mais en tout cas, on arrive à être sur cette partie, je dirais, supérieure. On a passé la moitié et on est le plus souvent dans ces vibrations d'amour. Vous me suivez jusque-là? Ça va? Ok. Alors, je dis aussi aux personnes qui m'accompagnent, et ça c'est important, c'est que si elles veulent être sur leur chemin de guérison, parce que c'est à elles de le faire, hein, moi je ne fais que les accompagner, ben, il faut d'abord le décider. C'est qu'elles en sont responsables, et on est tous responsables. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on a le choix, finalement, de rester dans des vibrations basses, de rester dans la tristesse, de rester dans la morosité, de rester dans la mélancolie. On a le choix. Mais on a aussi le choix de se dire, ben non, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de me sentir libre, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être dans la paix, j'ai envie d'être dans la joie. C'est une vraie responsabilité. J'ai appelé mon association Libre à toi. Alors j'aime beaucoup Libre à toi, parce que déjà il y a libre, et la liberté c'est ce qui m'est le plus cher. Et voilà, si je peux aider les personnes à être aussi déchaînées, à être un peu plus libres, ben, c'est quelque chose que je trouve très enrichissant dans la vie, avec beaucoup, beaucoup d'humilité. Et ce libre à toi, en fait, c'est ça que ça veut dire. C'est sans aucun jugement, mais libre à toi de décider d'aller mieux. Voilà. Donc c'est vraiment la première phase, selon moi, hein, donc d'un processus d'évolution, c'est de le décider. Une autre chose qui est, selon moi, important, ça concerne les jugements. En fait, il y a un moment, si vous voulez vous aimer, il faut arrêter de se juger soi-même, quoi. Il faut s'accueillir. Mais s'accueillir complètement, avec nos parties les plus sombres, comme nos parties les plus lumineuses. Et quand je dis s'accueillir, c'est les accepter complètement en soi. Alors pourquoi, en fait, on n'a pas besoin de se juger? Je vais vous parler un petit peu des mémoires que vous connaissez. Il y a plusieurs mémoires, en fait, qu'on porte en nous, qu'on porte dans nos cellules, dans nos ADN, certainement dans notre inconscient aussi. Les premières mémoires, c'est les mémoires d'humanité. C'est les guerres, les massacres, les déportations, les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants, et tout ça, en fait, qui fait partie de nous. D'accord? On a cette première mémoire. La deuxième mémoire importante, c'est les mémoires karmiques, pour ceux qui y croient. Hein. Donc, qui est de se dire, j'ai pu massacrer des personnes sur un champ de bataille, j'ai pu brûler sur un bûcher, j'ai pu avoir une vie monastique, j'ai pu... voilà. Et j'en passe et j'en passe. Voilà. Même si, selon moi, pour revenir à l'âme, ces vies ne se passent pas de façon temporelle, mais de façon concomitante, et justement, cette âme évolue par rapport à ces différentes incarnations. C'est un autre sujet. Ensuite, on a les mémoires transgénérationnelles, que vous connaissez bien, hein, qu'on peut porter par un ancêtre, une grand-mère, un grand-père. Voilà, et là, on commence à voir, hein, c'est maintenant bien documenté scientifiquement, en tout cas, il y a pas mal d'essais qui sont faits justement sur l'ADN, et on voit que des traumas qui sont arrivés à une grand-mère qui, par exemple, a subi un viol, peuvent se retrouver chez la fille et encore chez la petite fille. Voilà. Je prends cet exemple, et on a beaucoup de cas aussi où il va y avoir reproduction finalement de cet acte. Où, voilà, moi je reçois des personnes, elles me disent oui, moi j'ai été abusée, mais bon, ma mère l'a été, ma grand-mère, vous voyez. Donc il y a des choses comme ça qu'on porte de façon transgénérationnelle, ou la mélancolie d'un grand-père, ou la tristesse d'une autre personne. C'est des choses qu'on
qu'on peut avoir en nous, et qui sautent des générations d'ailleurs des fois, hein, c'est pas systématique. Et puis la dernière mémoire, peut-être la plus importante, c'est la mémoire de nos vies actuelles. C'est-à-dire depuis la conception, peut-être même avant, jusqu'à ce que je suis aujourd'hui, ben, j'ai vécu un certain nombre d'événements, notamment de traumas, de blessures, qui sont aussi ancrés en moi. Alors quand vous voyez qu'on a toutes ces mémoires en nous, comment on peut être capable de se juger et de juger l'autre? Vous vous rendez compte? Alors comme je vous le disais, j'interviens pas mal sur justement ces libérations de mémoire. Et la bonne nouvelle en fait, c'est que toutes ces mémoires qu'on porte, qui sont lourdes, hein, qui sont ancrées du transgénérationnel, du karmique et autres, ben finalement on peut les libérer dans cette incarnation, dans cette vie. Et on le fait justement ben, en libérant ces mémoires. Alors la méthode que j'applique, moi, c'est une approche où on va redescendre au moment des traumas. C'est-à-dire qu'on va revivre au niveau de notre enfant intérieur un événement qui a été traumatique, en général de notre plus jeune enfance. D'accord? Et en fait, c'est hyper important ça de le comprendre, que d'aller le revivre, ça va déjà libérer énormément de choses. Et puis, la personne qui va justement incarner son enfant intérieur va commencer à se pardonner. Alors, les gens, en fait, quand je les reçois, ils ne comprennent pas, mais me pardonner de quoi? Moi, j'étais une petite fille, mes parents étaient en conflit, j'y suis pour rien, je ne suis pas responsable. Et je lui réponds, oui, vous avez raison. Cependant, si aujourd'hui, à l'âge adulte, vous vous rendez compte que vous avez un manque de confiance en vous, ou que vous avez toujours les mêmes difficultés dans votre travail, ou que vous tombez toujours sur des personnes violentes autour de vous, ou vous tombez toujours sur des gens infidèles. Tout ça, en fait, ce sont que des répliques de traumatismes et de blessures qu'on a de l'enfance. Donc quand j'invite les personnes à se pardonner au moment des traumas et de le revivre, en faisant ça, ils s'en libèrent. D'accord? Et c'est que en commençant à se pardonner à soi qu'on peut commencer à pardonner aux autres. Donc dans ces séances-là, on va aussi faire des demandes de pardon à des personnes qui nous ont causé, donc notamment, du mal. Et on peut aussi demander pardon, éventuellement, si on se sent coupable. D'accord? Donc c'est un travail qui est pas mal basé sur l'enfant intérieur et le pardon. Le pardon, alors j'aime beaucoup, vous devez le connaître, Olivier Clerc, qui a développé donc, les cercles de pardon. Olivier Clerc, c'est lui aussi qui a traduit les accords Toltec. Hein. Donc, d'ailleurs, toutes ces notions du pardon lui sont venues de sa rencontre avec Miguel Ruiz. Et il en est venu à développer ça. Et il dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il dit le pardon, c'est la guérison du cœur. Le pardon, c'est la guérison du cœur. Et je suis complètement en phase avec ça. Il dit aussi, la gratitude, c'est le chant du cœur. La gratitude, c'est le chant du cœur. Voilà. Alors le pardon, on le voit souvent, nous, dans nos civilisations, comme quelque chose voilà, qui est assez dogmatique et religieux. Mais en tout cas, la façon dont moi je l'aborde, c'est vraiment autrement. Parce que j'ai aussi des personnes qui viennent me voir et puis qui me disent mais vous savez, ça y est, moi je suis grand maintenant, là, j'ai pardonné. J'ai pardonné à mon père, j'ai pardonné à mon frère. Je leur dis oui, l'adulte que vous êtes a pardonné. On nous revient à la mémoire, l'enfant que vous étiez ne l'a pas fait. D'accord? Donc vous voyez l'importance, encore une fois. Et puis certains me disent mais je ne pardonnerai jamais, c'est impossible. Jamais de ma vie je vais pardonner.
Alors, une séance, 2 séances, 3 séances, il faut laisser le temps, hein, c'est pas quelque chose qui se fait, il faut que ça mûrisse. Mais ce que je leur dis aussi par rapport à ça, c'est que finalement, le pardon, ce n'est pas dire à l'autre, je cautionne ce que tu m'as fait, mais c'est je m'en libère, d'accord? Je te pardonne, je te donne ta part par rapport à ça. Et ça a un pouvoir libérateur incroyable. Et ça nous permet de nous aimer, d'accord? Parce que finalement, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on va aller reprendre une énergie qu'on avait laissée à d'autres. D'accord? Alors, il y a une personne aussi que j'aime beaucoup, que vous devez connaître, qui s'appelle Christiane Singer. Et elle a écrit des choses magnifiques sur l'amour. Et notamment, elle a écrit un livre qui doit s'appeler Tout ce qui brûle, voilà, où elle nous parle de la flamme. Hein, donc cette flamme d'amour passionnelle qui peut nous emporter quelquefois. Et puis elle discute avec une journaliste, peut-être que vous avez eu cet extrait, et puis la journaliste lui dit est-ce que c'est difficile d'aimer les autres? Alors elle répond oui, mais elle lui dit le plus difficile c'est de s'aimer soi-même d'abord. Et donc s'aimer soi-même, c'est justement pouvoir aller visiter ces parties de notre être qui est certainement un peu plus sombre. Et donc Christiane Singer nous dit très justement, là aussi, qu'il faut qu'on apprenne finalement à nous aimer pour ne pas être des compagnies dangereuses pour les autres. Et en fait, moi en consultation, dans mon cabinet à Clapier, les personnes que je rencontre, la plupart, elles sont des compagnies dangereuses pour les personnes avec qui elles vivent, ou elles ont des compagnies à côté d'elles dangereuses pour elles. Parce que ce travail sur l'amour de soi n'a pas été réalisé. Encore un point peut-être qui est important dans ce chemin d'intériorité, il va concerner les émotions. Alors là aussi, je fais pas mal d'accompagnement pour pouvoir gérer les émotions. Parce que finalement, les émotions, c'est comme un peu des signaux d'alerte qu'on a, comme on pourrait avoir sur un tableau de bord finalement. C'est des messages qu'on reçoit. Mais on peut finalement les vivre de différentes façons, ces émotions. Alors moi, justement, avec mes pratiques d'énergéticien, on travaille beaucoup sur les ressentis du corps. C'est-à-dire que, voilà, au lieu de se focaliser sur la cause de l'émotion, on va être plus sur, finalement, qu'est-ce que tu ressens en toi? Voilà, tu as la gorge serrée, tu as une boule dans le ventre, tu as mal au dos, voilà. Et en faisant ce travail, où finalement on déporte, vous voyez, on déporte l'attention, non plus sur l'émotion, mais sur le corps, on arrive peu à peu, là aussi, ça peut prendre plusieurs séances, mais en tout cas, à se décloisonner de ces émotions. Parce que finalement, ces émotions, il y a plusieurs façons de les aborder. Et la plus souffrante, la plus blessante, c'est finalement d'essayer de la contrôler. Voilà. Et en essayant de la contrôler, on va faire une espèce de connexion où on va donner du poids à cette émotion. Parce que si vous la laissez passer, tout simplement, cette émotion, comme des oiseaux qui passent dans le ciel et que vous la regardez, elle va vous traverser. Et vous allez vous dire, ok, cette émotion, elle vient me dire quelque chose. Ok. Alors que si vous commencez à y mettre votre attention, à y mettre justement votre énergie, déjà votre énergie vous la perdez parce que vous ne la mettez pas ailleurs, et puis vous restez dans quelque chose d'empoisonnant, quoi. Quelque chose qui vous enchaîne, quelque chose qui va vous rendre triste, qui va vous bloquer. D'accord? Donc, vraiment l'importance de essayer, faire de son mieux pour traverser ces émotions qu'on peut avoir à tout moment. Et en fait, quand on commence
à accepter et à accueillir ses émotions, ben là aussi, on commence à s'aimer et on commence à être libre. Voilà, ça fait pas mal de notions. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse en discuter ensemble. Donc, ben, je vous invite maintenant, ceux qui veulent réagir, à le faire, pour qu'on puisse échanger ensemble. Oui? Une question. Oui. Comment on sait l'émotion du coup elle passe? Comment on sait si il faut la regarder et que peut-être elle veut nous communiquer quelque chose, ou si simplement il faut la laisser passer et juste pas laisser que ça passe, quoi. Pas forcément faire attention et garder ça en tête. Ben déjà, on ne sait pas, on le vit. Hein, on est là dans nos vies, donc on vit ces choses, des émotions, on les vit pleinement. Et c'est pour ça qu'on est là, c'est aussi pour les vivre. Parce qu'on parle d'émotions qui sont peut-être compliquées à vivre, mais il y en a qui sont magnifiques à vivre, d'accord? Donc tout simplement, l'accueillir, c'est-à-dire cette émotion arrive, ok, voilà, je sais que c'est un signal, ça vient me dire quelque chose, mais par contre, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je décide, comme certaines personnes font, je mets le bouton off, donc j'appuie dessus, et puis à un moment, là c'est pareil, il y a la soupape qui éclate parce qu'il y a un trop-plein et qu'on ne veut pas voir ses émotions, ou on essaye de trop les contrôler et donc leur donner un poids qu'elles n'ont pas, et donc en fait on s'enchaîne soi-même. Et peut-être que le juste milieu, qui n'est pas facile à faire, mais ça s'apprend, c'est de dire, ok, ben j'ai cette émotion, aujourd'hui je suis triste, ok, tiens, je me suis énervé, j'étais en colère tout à l'heure, ok, voilà. Et alors, peut-être que, moi ce que je conseille, dans ces cas-là, peut-être que sur vous c'est difficile, mais en tout cas, d'être observatrice. Vous regardez la vie autour de vous, vous regardez les gens, et puis vous dites, ah oui, cette personne-là, aujourd'hui elle est triste, elle est souvent triste, ou tiens, aujourd'hui il est en colère là, voilà. Et rien qu'en observant les autres, ça va vous permettre de prendre du recul par rapport à vous. Voilà. Moi, Oui. c'est plus la notion, la notion de se pardonner à soi-même. Par exemple, un enfant qui a subi un viol ou Oui. autre chose, comment il peut se pardonner d'avoir subi ça? Enfin, Oui. j'arrive pas à comprendre. Ouais, alors on va prendre cet exemple voilà, qui est vraiment insoutenable, terrifiant, d'un enfant qui a subi un viol. Souvent déjà, l'enfant et l'adulte qu'il est devenu a, même si c'est inconscient, une sorte de culpabilité. Vous voyez? Donc le premier pardon qui peut se faire, c'est pour se libérer de cette culpabilité. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, comme je vous le disais, c'est de pouvoir se pardonner à soi en disant, ben, je n'étais qu'un enfant. En fait, j'ai subi des dysfonctionnements qui appartiennent à des personnes qui étaient adultes, qui m'entouraient, qui étaient là pour me protéger, mais qu'elles ont fait toute autre chose. Et donc, voilà, ces peurs que j'ai ancrées en moi, presque, c'est des phénomènes que les psychologues vont appeler la sidération. Hein? C'est-à-dire que quand on vit quelque chose qui est trop fort, et nous les énergéticiens on appelle ça des pertes d'âme, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on vit des choses comme ça qui sont tellement fortes, pour notre survie, on occulte. C'est le cerveau qui ne peut le concevoir à ce moment-là. C'est le cerveau qui ne peut le concevoir, et puis pour continuer à vivre, voilà, ben vous connaissez tous Boris Cyrulnik, hein, quand il vous parle de sa résilience, c'est exactement ça. C'est de dire à un moment, voilà, pour pouvoir continuer à vivre, c'est comme si on faisait abstraction. On l'oublie, mais il n'est pas oublié, il est quelque part là. Donc en se pardonnant, justement, en revenant dans l'enfant intérieur, hein, et c'est ça qui est important, en revivant la scène, alors c'est difficile, hein, ça amène des pleurs, de la peur, des cris, de la colère, tout ce qu'on veut, mais en tout cas, en se pardonnant, ça permet de démarrer je dirais, cet état de libération pour se libérer des répliques qu'on a eues dans la vie, qui fait que, comme je vous le disais, on n'a pas confiance en soi, ou qu'on reste toujours dans ses peurs, ou qu'on vit toujours les mêmes choses. On dit, combien de personnes me disent, ah ouais, moi j'en ai marre, je vis toujours... Voilà, vous voyez? Et donc on casse ce processus. Et là où c'est important aussi, votre question est très intéressante, c'est que quand on fait ça, je vous ai parlé de mémoire transgénérationnelle,
Ça permet d'une part de libérer son ascendance, si c'est lié à quelqu'un, même peut-être qui est déjà parti, d'accord? Mais de le libérer en quelque sorte. Et puis ça libère aussi, voilà, si on a des enfants, ça libère aussi notre descendance. Et ça, c'est super chouette. Ça fait du bien, quoi, de dire, ben, mes enfants n'auront plus à vivre cette réplication de traumatisme. D'accord? Je vous en prie. Oui? Vous en avez parlé rapidement, mais Oui. si vous pouviez développer un peu sur, vous avez dit que la réincarnation, c'est pas chronologique. Bon, alors ça, après... C'est pas trop le... Non, c'est-à-dire que c'est pas ça, mais chacun, en fait, a ses convictions. Mais voilà, enfin, pour le développer un petit peu, pour moi, déjà, bon, voilà, il y a des gens, ils vont forcément, on peut chacun avoir ses croyances, pourquoi pas ses religions et autres, donc ne pas du tout croire à ça. Moi, je pense qu'on choisit de nous incarner dans telle ou telle vie et de vivre telle ou telle épreuve. Justement en disant, moi, âme, qui comme ça, qui évolue, j'ai envie, mais je dis vraiment, ça me concerne que moi, j'ai envie de m'alléger, donc je vais passer par différentes vies et je vais passer par des trucs super compliqués, super durs, et je vais voir si je vais faire de mon mieux pour justement m'en libérer. D'accord? Mais presque au même sens qu'on a l'univers et qu'on a des métavers, je considère que l'âme, elle évolue dans une notion où il n'y a pas de temps, si vous voulez. Donc, il y a presque des vies comme ça en parallèle, même si nous, de façon chronologique, de la préhistoire, des premières cellules des hommes préhistoriques à aujourd'hui, on peut mettre ça de façon linéaire. Mais en fait, l'âme, elle est là et unique. Et donc, ce qui se passe, que je vais pouvoir débloquer dans une vie, va servir aussi dans une autre vie. Vous voyez? Voilà. Et ça joue aussi beaucoup sur les rencontres. Parce que dans nos vies, on a des âmes sœurs. Donc des âmes qu'on peut rencontrer dans différentes vies. Voilà. Et si j'agis de cette façon dans cette vie, peut-être que ça va induire autre chose dans une autre vie. Vous voyez? Par contre, si je change le curseur là, ben, ça peut le faire varier là. Voilà. Oui? Oui, bonsoir. Quel intérêt pour avoir une âme ou une entité à vivre des choses difficiles? Quel intérêt? Ouais. Très bonne question. Très très bonne question. Alors après, moi j'y réponds, mais vous pouvez aussi. Moi je vous donne mon point de vue. Mais en fait, c'est ce que je vous ai dit un petit peu en disant que finalement, toutes les souffrances qu'on peut vivre dans nos vies, c'est super dur, on trouve ça super injuste. Il y a des choses qui sont insoutenables, comme on a dit. Mais si on regarde bien, ça peut avoir du sens. Et donc, l'âme, c'est ce qu'elle vient chercher. Elle vient de se libérer en ayant justement une incarnation, une vie d'humain, de chair, d'émotion, dont on parlait. Ça va permettre de se libérer. Vous voyez très bien qu'il y a des personnes dans leur vie, alors pas tout le monde, qui évoluent dans leur vie. C'est-à-dire qu'il y a des moments, vous avez des personnes qui peuvent être aigries, en colère, mesquines et autres. Il leur arrive des trucs super graves. Ils ont une maladie, ils passent à 2 doigts donc, de l'âme hors. Ils ont des proches qui décèdent, des séparations, des vies sentimentales qui tombent par rond. Ils tombent dans des niveaux de souffrance extrêmes, ce que j'appelle moi les nuits noires de l'âme, justement. Et puis petit à petit, j'ai presque envie de dire, le plus on va là dans ce qui est visqueux, ce qui est compliqué et autres, et le plus après, on arrive à s'en libérer. Et donc ces personnes-là arrivent justement à finalement après être plus éveillées et à être, moi, ce que j'appelle des éclaireurs de lumière dans la vie, parce que après ils ont une vision totalement différente et autour d'eux ils arrivent à donner plus de lumière, quoi. Donc je ne sais pas si ça répond complètement à votre question, mais voilà, pour moi, donc cette âme qui ne vibre que l'amour a besoin, par ses différentes incarnations, notamment sur notre planète Terre, de pouvoir se libérer d'un certain nombre de blessures. Puisque comme moi je le pense, on peut passer dans des vies où on est des bourreaux, dans d'autres où on est des victimes, même dans la même vie on peut être bourreau et victime et sauveur, vous voyez. Donc on passe par toutes ces étapes,
et on a besoin finalement de s'épurer. C'est comme une épuration. Voilà. Oui, Je vois deux approches qui sont clairement pas du tout mises côte à côte, oui, mais d'un côté, il y a une vision un petit peu comme certaines traditions, comme les cathares, qui opposent l'esprit à la matière, qui mettent tout le bien du côté de l'esprit et tout le mal du côté de la matière. Et donc ça rejoint un petit peu ce que vous dites de se libérer un petit peu des contraintes matérielles. oui, Et d'une autre, par le sujet qui m'intéresse là, en ce moment, l'anatomie, la physiologie, tout ça, et les mécanismes d'évolution, on voit que là, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut que la vie se transmette absolument. Tout ce qui est dans le monde animal est régi par cet impératif de transmettre la vie, et que ils disent en physiologie, en physiologie, rien n'a de sens si ce n'est pas à la lumière de l'évolution. Sinon on n'explique rien. Oui. Et les deux semblent un peu contradictoires parfois, ou en tout cas difficilement synthétisables. oui. Alors après, moi j'ai tendance à dire que il n'y a pas forcément de vérité vraie, quoi. Chacun a sa vérité, et puis il y a la vérité de ce qu'on voit, et puis il y a la vérité, ce que j'aime bien moi aussi, quand on lève un peu le voile, de regarder ce qu'il y a de l'autre côté, dans l'invisible, dans le mystérieux, dans la conscience. Voilà. C'est pas quelque chose de dogmatique et d'ancré. Je pense que chacun a sa propre évolution et reconnaissance par rapport à ça. Merci en tout cas pour votre Pour témoignage. rebondir sur ce qu'il a dit Oui. par rapport à l'évolution, il y a une forme d'adaptation, et typiquement dans des parties très sombres, c'est un peu le propre de l'humain. Typiquement, si là maintenant je t'annonce que tu as un cancer, tu vas dire ok, il faut que je le vive. Et ça, c'est de l'adaptation. Donc en fait, les deux sont un peu liés. Mais je sais pas si ça t'aide vraiment, mais il y a une certaine forme d'adaptation dans l'évolution. Et puis quand je dis opposé, c'est pas forcément opposé, parce que ce ne sont pas les gens qui vont le plus mal ou qui souffrent le plus et qui font le plus souffrir qui se développent le mieux, même plutôt l'inverse. Mais ouais. Oui, allez-y, après je vous redonne la parole. Oui. Je veux juste rajouter Ouais. qu'au-delà du sens qu'on peut donner à tout ça, il y a aussi le fait que quand on vit de la souffrance, on est plus capable aussi d'apprécier après les moments de joie et les bons moments. Donc en fait, c'est cette question d'équilibre en fait, entre ce qu'on vit de mauvais et ce qu'on vit de plus positif, sans y mettre une connotation ni quoi que ce soit, mais plutôt se dire ben, les deux sont nécessaires en fait. À l'humain, on a besoin de vivre certains moments de souffrance pour pouvoir apprécier la joie et inversement. Merci beaucoup pour ce témoignage. Hein. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut prôner la souffrance et la douleur. Mais par contre, ça veut dire que quand on est amené... Parce que quand on est dedans, quand on est au plus bas, là, on y est, quoi. On n'arrive pas à réfléchir, on est submergé par des vagues, on a une tristesse, on ne sait pas comment on va s'en sortir. On n'arrive plus à faire face à la vie. C'est extrêmement douloureux. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vécu. Donc, c'est exactement ce que vous dites. Après, mademoiselle, ça crée en nous finalement des bascules pour, dès qu'on se sent un peu mieux, on se dit « Waouh, mais c'est ça la vie. Waouh, là, je souffre plus, là. Il y a un truc qui s'est passé. » Et petit à petit, comme ça, on peut monter des paliers et commencer à aller de mieux en mieux. Effectivement, aller sur ce baromètre de l'amour que je vous disais, hein, et à être de plus en plus élevé. Moi, j'avais une question. Oui. Déjà, merci pour la présentation. Oui. Tout ce dont vous avez parlé, ça part du cœur. Oui. L'âme, les émotions, le pardon. Qu'en est-il maintenant de l'esprit? On sait très bien que le cerveau a une tendance à nous mettre un voile, un certain prisme. Donc, du coup, comment sait-on, au-delà de cela, que l'on s'aime vraiment? Je peux, par exemple, me dire, je m'aime. J'ai pardonné à... J'en sais rien, j'ai pardonné à mes parents. Et je peux être totalement dans le déni aussi. À me dire, si, mais je suis sûre que j'ai pardonné. Mais juste, c'est mon cerveau qui me fait croire que j'ai pardonné. Alors, je ne sais pas si je peux répondre à tout ce que vous dites, mais en tout cas, je vais vous dire ce que j'en pense. En fait, c'est la même réponse que j'ai faite tout à l'heure. On ne sait pas si on s'aime, on le vibre. Donc, il n'y a pas photo. Quand on est en amour, on est en paix avec soi-même. On est OK. On n'a plus de jugement par rapport aux autres. Ce qui nous arrive, on le regarde avec discernement. Vous voyez, on arrive à voir nos émotions, à voir les émotions des autres.
Donc en fait, c'est pas quelque chose qu'on décrète. Tiens, ça serait beau ça. Hein. Alors moi je prends tout de suite. Hein. Vous me donnez la recette pour dire, allez hop, là je vais bien, je suis en amour. Je prends tout de suite. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça passe par des mécanismes justement. On va apprendre à accueillir ses émotions, à accueillir aussi ses parts sombres. Hein, là, bon, vous parlez du conscient et de l'inconscient, effectivement. Et justement, s'aimer, pour moi, c'est aussi aller visiter, hein, avoir ce courage d'aller visiter nos parts les plus sombres, ce qui nous fait peur. Et au début, on va partir en courant, mais au fur et à mesure, on va y aller petit à petit. On va commencer justement en retrouvant de la confiance en soi, et puis peut-être en se faisant accompagner aussi. Hein. Ça, c'est important. Hein. Des fois, il ne faut pas rester tout seul. Hein. Voilà, on a suffisamment dans notre médecine, voilà, dans la psychologie ou dans les médecines alternatives maintenant, de personnes qui peuvent vous accompagner de façon très très sérieuse avec justement respect et amour de ce qu'ils font, et pour justement évoluer, parce que des fois tout seul, on ne voit pas, on a besoin un peu d'aide pour prendre un pas de recul et prendre un autre prisme, d'accord? Donc c'est pas qu'on le sait, mais quand on le vibre, on le sait. Et quand on le vibre pas, on le sait aussi en fait. Mais c'est comme l'amour, quoi. C'est comme l'amour, merci. C'est comme l'amour. Mais du coup, j'ai un peu l'impression que vous faites un amalgame dans le sens où vous dites l'amour de soi. Mais j'ai l'impression que tout ce dont vous décrivez, c'est de l'estime de soi. Dans le sens où il y a l'amour de soi, la confiance en soi et la valeur de soi. Tout ça, pour moi, je le rassemble dans l'amour de soi. Okay. C'est la même chose. C'est pas forcément. Oui, c'est la même chose, vous avez raison, mais en fait, c'est différentes parties. Voilà, est-ce que j'ai confiance en moi dans tout ce que je fais, dans les actes que je fais? Est-ce que j'ai de l'estime pour moi, hein, dans ce que je réalise tous les jours? Donc tout ça, en fait, ça fait partie finalement de son intériorité, quoi. Comment je me sens, quoi. Qu'est-ce que je ressens en moi? D'accord? Oui. Je me permets de... Oui. Avec tout ce que vous dites, je regarde à travers mon expérience et je pense beaucoup à la méditation, parce que c'est une belle chose de méditer pour observer ces parts d'ombre. Et il y a toujours l'idée de la dualité également, le yin, le yang, l'obscurité, la lumière, je sais pas, plein de... selon les... J'allais dire Shiva Shakti parce que ça me parle. Et qu'effectivement, la voie du milieu entre l'ombre et l'obscurité, c'est peut-être la paix, quoi. Enfin, voilà. Je crois que c'est assez bien résumé, hein, c'est ça, c'est-à-dire, je vous parlais d'alignement, hein, entre cette vibration d'amour et notre âme, mais c'est cet alignement entre nos polarités, hein, féminin, masculin, yin-yang, voilà, comment on arrive à trouver cette plénitude en nous, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, en fait. Hein. Et là aussi, voilà, ça se travaille, effectivement. Donc moi, par exemple, ce que j'ai trouvé, puisque j'ai du mal à méditer, par contre, j'adore, comme je vous le disais, me balader en nature, quoi. Ça me fait un bien fou. Voilà. C'est une sorte de méditation. Voilà. D'être en contact, que ce soit au bord de la mer ou au milieu d'une forêt, voilà, il n'y a rien de plus qui me permet, moi, de me retrouver dans mon intériorité. C'est pour ça que j'incite aussi les personnes, et merci pour cette remarque, à avoir des activités. Alors ça peut être danser, ça peut être chanter, ça peut être aller courir, ça peut être faire comme moi, se balader dans la nature, ça peut être méditer, comme tu le fais. Voilà, voilà, chacun y trouve en fait sa possibilité d'aller se retrouver à travers ça. Ce serait un retour en soi. Un retour à soi, exactement. Parce qu'en fait, là pareil, on va reparler un petit peu de l'âme. Quand l'âme arrive là, il y a la conception, hop, on décide de s'incarner dans un corps. Mais avant que cet enfant ait vraiment la conscience, il est pur, hein, il est soi. Et en fait, après on commence, hein, avec la conscience et tout ce qui nous arrive, les blessures, les expériences de la vie, l'ego qui se met en place, on oublie toute cette partie. Donc en fait, cette plénitude, en fait, c'est ce retour à soi, voilà, de quand on était juste un enfant.
voyez, qui vient de naître, par exemple. Oui? Je voulais juste rebondir par rapport aux différents propos. C'est vrai que j'ai eu un compagnon qui, à un moment donné de sa vie, a conscientisé qu'il avait une âme. Et à ce moment-là, le sens de sa vie, des rencontres qu'il a faites, enfin, son quotidien, il s'est dit je veux rendre mon âme, au moment de la fin de mon incarnation, je veux rendre mon âme plus belle qu'elle ne m'a été donnée. Et ce qui fait que ça donne du sens à son évolution physique, ça donne du sens à son quotidien. Et c'est vrai que c'est, comme dit, je veux faire de mon ordinaire de l'extraordinaire. Parce que en conscientisant justement l'enfant intérieur, en conscientisant beaucoup de choses, en conscientisant finalement l'instant, ça lui permettait de s'orienter, de cheminer vers quelque chose qui lui était propre et qui était beau. Merci beaucoup pour ce témoignage. Allez-y. Vous pouvez. Moi, c'était une question générale. Je Oui. voulais savoir c'était quoi un guérisseur. Je ne connais pas du tout. Quand j'ai lu guérisseur, je me suis dit peut-être c'est un magnétiseur. Oui. Alors moi, en tout cas, il y a plusieurs formes de guérisseurs. Hein. Moi, comme je vous dis, je me considère comme énergéticien, magnétiseur, comme chaman, hein, d'une autre partie par rapport à ce que j'ai pu vivre en Afrique ou avec les chamans mayas. Donc j'utilise tout ça. Si on voulait définir un guérisseur, pour moi, c'est quelqu'un qui accompagne une autre personne à aller mieux. Et les mots peuvent être physiques, psychologiques ou émotionnels. Voilà. Et on peut travailler sur ces trois aspects. Oui? C'est un don. Non? Parce que normalement, le guérisseur, Oui. c'est quelqu'un qui a beaucoup de magnétisme, Oui. comme les chamans, etc. Oui. Et ils vont pas utiliser, n'ont pas besoin de cet arsenal psychologique, etc. Oui. pour aider la personne Oui. à s'auto-guérir. Il la ramène Oui. à soi et lui apporte quelques petites clés. Oui. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais cependant, si vous voulez, il y a toujours eu des guérisseurs, des rebouteux, des chamans, des sorcières. On a toujours eu ça, si vous voulez. Mais ce que faisaient pas nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et autres, c'était parler de leurs sentiments, c'était parler de leurs émotions. C'était tabou. Un garçon à la ferme, il pleurait pas. Un garçon, ça pleure pas. Vous voyez? Donc, si vous voulez, il y avait toute cette partie, effectivement, de guérison qui existait. Mais maintenant, ce que je trouve encore plus formidable, c'est qu'on arrive justement à aller explorer beaucoup plus de choses, d'aller travailler donc sur les sources de blocage, sur les blessures qu'on a, et effectivement la parole là-dessus qui délivre est quand même essentielle, quoi. Merci. Merci à vous. Oui. Petite question comme ça. Oui. Comment vous percevez l'ego? Parce que je pense que dans le milieu de la spiritualité, j'ai souvent entendu des gens parler de genre dissolution de l'ego. De parler de dissolution de l'ego, d'accord? Je suis pas sûre que ce soit ça le mot, mais Ouais, qu'il faut ouais, s'en peut-être. défaire, quoi. Peut-être. Mais moi, ça me paraît pas. Je pense que ça me paraît important d'avoir une part d'ego dans l'existence humaine. Je sais pas comment vous voyez. Ben, c'est bien, je trouve que vous pensiez ça. Parce qu'effectivement, il y a une part d'ego qui est importante. Hein. Ça me permet de me réveiller à l'heure le matin pour aller bosser, de conduire sans avoir d'accident, de penser à faire mes courses. Voilà, donc il y a une partie de l'ego qui est intéressante. Après, ce qui est un petit peu souvent, et là encore c'est sans jugement, peut-être dommageable, c'est quand cet ego prend trop de place. Parce que ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'en fait, on est là avec notre petit ego, là, mais 90% du pilotage de notre ego, ça se passe dans l'inconscient. D'accord? Donc l'ego, à mon avis, il est là, mais il faut qu'il soit là à bon escient. D'accord? Et savoir hein, que derrière, il y a pas mal de choses qui se passent. Hein? Donc c'est ce fameux voile qu'on peut ouvrir, aller regarder et puis transmuter certaines choses
pour justement que notre ego et notre attitude changent au fur et à mesure. Voilà, et pour revenir à l'ego, là, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est ces notions souvent de ce qu'on appelle les managers. Hein. Notre ego, on a un certain nombre de managers qui nous disent il faut que je sois comme ça dans la vie, ou il faut que je fasse ça, voilà, les défauts, il faut. Et justement, après, on a ce qu'on appelle des pompiers. Donc les pompiers, c'est les actions qui permettent de répondre à ces managers. Donc si on commence à réfléchir à ça et qu'on se dit je vais justement changer ce que le manager a décidé de faire, ça va changer aussi la façon de... Oui. Donc l'ego, c'est à la fois quelque chose d'essentiel pour nous. Après, il faut le garder à sa juste place. Mais moi, j'aime bien aussi parler d'égoïsme. Un moment, s'aimer, c'est être aussi égoïste. D'accord? C'est dire, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Qu'est-ce qui me fait du bien? Alors, ça ne veut pas dire marcher sur les autres, hein, bien sûr que non. Mais c'est reconnaître, finalement, dans son ego, quelle est la part qui me permet d'être justement centré, aligné, en joie, voilà, en plénitude. Voilà. Ça, c'est une partie de l'ego que je trouve intéressante. J'ai juste une petite question. Oui. Je reviens à l'enfant intérieur. Oui. De quelle façon vous travaillez justement pour arriver Alors, comme je vous le disais, en fait, l'enfant intérieur, on va le visiter en allant justement revivre des mémoires de l'enfance. D'accord? Alors, il y a aussi, ça c'est assez intéressant, pour parler de l'ego encore et de la conscience. Vous savez que notre conscient ne va pas faire la différence, finalement, notre cerveau ne va pas faire la différence entre ce qui est réel, entre ce qui est imaginaire, parce qu'il y a des gens qui ne se rappellent pas, mais on va travailler sur des mémoires imaginaires, et sur maintenant ce qui est virtuel. Voilà. Et dans ce cas-là, ce que vous appelez les images imaginaires sont réelles. Pour notre cerveau, ça devient réel. Et si vous voulez, les processus de guérison se fait autant sur du réel que sur l'imaginaire. Donc ça, c'est fabuleux. D'accord? On peut aller aussi recréer pour l'enfant intérieur certaines situations. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle aussi la visualisation. Hein. Souvent, on parle de visualisation, de visualiser quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qu'on aimerait avoir. On l'a déjà. D'accord? Bon, ça nous ramènera à la loi d'attraction et tout ça. On va peut-être pas le développer aujourd'hui, mais en tout cas, c'est ça. Donc l'enfant intérieur, on va le travailler en redescendant dans ses mémoires et en allant les libérer. Voilà. Et en faisant ce travail, c'est là qu'on arrive à cicatriser de ces blessures. Ça demande du temps, ça demande aussi du courage, ça demande de l'énergie. Mais en fait, c'est salvateur parce que, voilà, moi en tant qu'énergéticien, je parle souvent de ça. C'est-à-dire que tant qu'on met notre énergie sur des choses qui nous encombrent, qui nous enchaînent et tout ça, d'une part, on n'arrive pas à avancer, mais surtout, on n'arrive pas à développer nos projets qui nous feraient du bien et sur lesquels on veut aller. Parce que l'énergie, c'est pareil, on en a un stock, mais ça dépend où on la met. D'accord? Donc si on arrive, et ça, moi je le vois par rapport aux personnes que j'accompagne, quand elles commencent à aller de mieux en mieux, voilà, tiens, je vais reprendre le sport, je commence à avoir des amis, j'ai rencontré quelqu'un là dans ma vie, c'est super, tiens, j'ai trouvé un boulot, hop, l'énergie change, d'accord? Et ça, c'est presque ça aussi qui est assez primordial, quoi, c'est de mettre son énergie au service de ce qui nous fait du bien et de nos projets. Oui, ça met une énergie positive du coup. Ça met une énergie positive, voilà, tout à fait. Oui? Il me semble que tout ça est très positif et je suis à fond pour que tout le monde aille bien. Maintenant, il y a quelque chose qui m'occupe quand même, c'est que je remarque que pour comprendre le tort qu'on peut faire à d'autres êtres, que ce soit humains ou non humains, ça implique d'avoir quand même une certaine approche assez de l'information, de la raison, et que là, du coup, on n'est plus du tout dans quelque chose de très émotionnel. Ça implique d'avoir une certaine étude de la réalité de ces mécanismes. Je pense aux banques, je pense à l'alimentation par l'élevage, et qu'on parle de se libérer de ce qui nous enchaîne, mais nous-mêmes, on est au-delà du côté émotionnel, enchaîner nous-mêmes et en train d'enchaîner les autres par des mécanismes qui sont, eux, très concrets, très physiques, et qui sont
difficile à résoudre individuellement et collectivement. Il y a du boulot. Et je m'inquiète un tout petit peu du risque d'être dans quelque chose de très je vais bien, tout va bien, et ça s'arrête là. Et que de renvoyer les gens au tort qu'ils ignorent probablement, alors là on peut rentrer dans une couche de noirceur qui est encore inexplorée et qui pourtant est nécessaire d'explorer pour pouvoir justement prévenir certains torts. Parce que l'élevage, ce sont des... Bon, on a 60% de la biomasse, ce sont des animaux d'élevage, 35% c'est des humains. Et ces animaux, on les fait naître volontairement, nous-mêmes les humains. On les met dans des conditions qui sont à peine viables. Et je pense qu'on n'aurait aucun d'entre nous ici envie de vivre cette vie-là. On est entre quatre planches, avec la tête dans le cul du voisin, à se donner des coups de patte et à se mordre le cul. Merci pour cette intervention. En fait, si vous voulez, il n'y a qu'à voir l'état du monde aujourd'hui, hein, qui est quand même, vous voyez tout ce qui se passe. Alors, par exemple, moi j'ai fait le choix de ne pas écouter les infos et de m'écarter complètement de tout ce qui peut être, mais malgré ça, il y a des gens autour de moi qui m'en parlent, donc je vois un petit peu. Donc on est quand même dans un monde assez troublé, si vous voulez. Et peut-être la nuance que je ferai avec ce que vous dites, c'est que finalement, tout ce qu'on voit là, tout ce qui se passe, tous ces comportements irrationnels qu'on peut voir, c'est tout simplement des gens qui ont peur. C'est pas autre chose. Les guerres qu'on peut voir, les comportements justement, vous parlez de l'élevage ou autre, les relations entre les hommes, hein, tout ça pour moi, c'est pas autre chose que des personnes, et c'est sans aucun jugement, avec tout ce qu'on a dit, qui n'ont pas appris encore à s'aimer. C'est moi, et quand bien même on voudrait l'éviter. Mais c'est vous, c'est moi. C'est très difficile à éviter. Mais oui, mais on fait. Alors, ce qui est important à faire, si je peux vraiment, moi c'est ce que je dis aussi, faites de votre mieux. Faites déjà à votre échelle de votre mieux. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous n'allez pas vous lamenter sur. Voilà, après, si vous avez envie de vous impliquer dans des choses, là c'est pareil, moi je suis contre rien. Je suis pour la vie. J'ai arrêté d'être contre. Ça, c'est une énergie voilà, qui, à mon sens, n'apporte rien. Donc, je suis pour la vie. Je suis pour l'amour. Je suis pour la bienveillance entre les personnes. Ben, je fais ça à ma petite échelle. Voilà. Et si, petit à petit, par un effet boule de neige et autres, ben, y a, voilà, on parle aussi d'égrégore. Hein, donc, il y a des moments où, justement, ben, il y a justement plusieurs personnes qui vont avoir la même énergie. Ben, peut-être qu'on va aller vers un monde, entre guillemets, meilleur, même si tout est juste. Mais commençons par faire du mieux qu'on peut, déjà en nous-mêmes. Mais là, vous avez l'impression que je suis un donneur de leçons. Mais moi aussi, hein, je fais pas... Non, mais ce que je veux dire, c'est que je le dis, mais moi aussi, je suis comme vous, quoi. Il y a plein de choses que je ne fais pas bien, je ne donne pas encore le meilleur de moi-même. Voilà, j'ai encore mes doutes. Vous voyez, voilà, c'est à chacun d'essayer d'avancer, quoi. Mais je ne vous le pose pas comme si j'avais la vérité vraie, parce que je suis le premier concerné. Mais moi, j'essaye de faire du mieux que je peux aujourd'hui. Voilà. Pour être notamment, justement, ce que je vous disais par rapport à tout ce que je peux faire, moi, en accompagnement, je le fais avec bienveillance, je le fais avec le cœur. Et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne aussi. Vous voyez? Et ça, on le choisit. On est responsable. Est-ce que je veux être mesquin dans la haine, voler mon prochain, me battre et être jaloux de ce qu'il a? Ou je peux dire, ben, tout est juste, voilà, moi je sais que je suis bien, je suis entier, et puis voilà, j'espère que mon voisin va aussi bien se comporter, il va être heureux dans sa vie. C'est un choix. Voilà. Mais je vous parlais de petites graines hein, qu'on peut mettre à germer. Ben, ça, c'est des petites graines. Après, ça peut être intéressant aussi, non? Parce que la colère, c'est une émotion négative, mais je sens que la colère, à certains moments, elle peut aussi faire bouger les choses. Même si on parle de la Révolution française, les gens ils étaient en colère et ça a fait bouger les choses en quelque sorte. Les manifestations aujourd'hui. Ouais, mais je suis complètement d'accord avec vous. Et puis il y a même des petites colères dans la vie qui sont salvatrices. Des fois, il y a des choses, voilà, parce qu'il faut aussi se respecter. S'il y a un truc qui me plaît pas, ben, je peux le dire. Et puis peut-être que la personne va dire, ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Et puis après, hop, la colère, elle redescend. Hein, parce que qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur les émotions? C'est que les émotions, en fait, elles montent comme ça. Mais l'émotion, elle monte, je ne veux pas dire de bêtises, elle reste en nous 5 minutes. Et après, on est capable d'aller dans sa grotte ou de faire la gueule pendant 3 jours.
Ça nous regarde aussi. Et je sais de quoi je parle. Vous voyez? Mais en fait, cette émotion, elle ne dure que 5 minutes. Vous vous rendez compte? Donc quand on comprend ça aussi, vous parlez de conscientiser, et on se dit, ok, bon, est-ce que je vais dans ma grotte pendant 3 jours? Ou peut-être que je pourrais revenir un peu à quelque chose... J'ai entendu la même chose pour la cigarette, parce que l'envie ne dure pas plus que 2-3 minutes. Et c'est vrai que j'ai Mais voilà, mais c'est vrai que par rapport aux colères, effectivement, et c'est valable pour beaucoup aussi d'émotions qui sont aussi saines, faut pas voir que ce côté, j'aime pas trop poser moi le négatif au positif, c'est que voilà, si ça doit sortir, en fait la colère, en fait c'est une expression d'un mal-être ou de quelque chose qu'on a besoin de faire sortir, donc c'est salvateur. C'est comme les pleurs, moi j'adore pleurer quoi, pleurer c'est se laver le cœur quoi, et ça fait un bien fou aujourd'hui, vous voyez. Donc voilà, alors il y en a qui disent non, pleurer c'est de la tristesse. Ben non, pleurer c'est aussi de la tristesse, mais pleurer c'est laver le cœur. Ouais. Oui. J'avais une question sur la définition que vous donniez, enfin la différence entre guérison et cicatrisation. J'ai dit ça moi? Oui, que Oui. guérir et cicatriser, c'était voilà, deux notions Oui. différentes. Alors en fait, j'ai été très amoureux et puis la personne m'a quitté. Donc je suis très triste, mais avec le temps, voilà, je vous dis, je passais par des moments de dépression et autres, mais avec le temps, finalement, quand je vais penser à cette personne, ça va plus me faire mal. Donc c'est que c'est cicatrisé en moi. Mais je pense encore à cette personne. Mais le souvenir que j'ai de cette personne ne vient plus me faire du mal, ne me fait pas descendre dans des angoisses ou dans des peurs. Je la vois plutôt comme quelque chose justement de beau. Je me rappelle cette relation et ça me fait du bien. Donc là, j'ai cicatrisé. C'est Christiane Singer, une fois de plus, qui disait je vois des gens se morfondre parce qu'ils ont perdu leur amour. Mais au lieu de se morfondre, mais qu'ils soient en joie d'avoir connu ça au moins une fois dans sa vie. Elle parle du goût de Dieu sur la bouche pour dire mais c'est quelque chose, un moment absolument incroyable, hors de l'espace-temps, où je me suis aimé parce que là je vibrais en amour avec quelqu'un d'autre. Donc je trouve que la guérison c'est déjà, c'est pour ça que ce terme de guérisseur aussi, c'est pour ça que moi je joue sur guéri-cœur, voilà, et je dis si vous voulez vous mettez une cédille. Mais en fait, on ne guérit jamais, si vous voulez. Prenez, pour bien comprendre ça, prenez une plaie. Vous avez une plaie ouverte. La plaie, avec le temps, si vous faites un peu attention et tout ça, elle va commencer à se refermer. D'accord? Quand vous avez passé la main, vous allez sentir une cicatrice. Voilà, c'est l'empreinte de la blessure. Voilà, donc c'est cicatrisé. Mais vous avez quand même la cicatrice. Donc voilà, c'est un petit peu la différence que je fais entre... parce que, en fait, on chemine durant toutes nos vies. Et il y aura toujours des choses à guérir, entre guillemets. Il y aura toujours des choses à faire évoluer. Mais le mieux on fait, le mieux on avance, et plus on va cicatriser un certain nombre d'éléments. Et ce qui est important, c'est pas l'arrivée, c'est le chemin. Qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Voilà. Comment on cicatrise. On arrive au bout. Écoutez, vraiment, je voulais vous remercier de votre présence, d'avoir pu partager ces moments avec moi. Et voilà, c'était vraiment un très beau partage. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Oui, je vais vous en donner.